Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette conférence débat donc, du 13e Festival Sciences et Manga, organisé donc, par la Bibliothèque universitaire de Lyon 1. Donc c'est un festival Sciences et Manga qui a pour thème cette année la graine. Et donc avec le titre de cette conférence débat qui est Qu'est-ce qu'on sème? Et bon, je ne sais pas si on voit le titre avec comment l'écriture et l'orthographe. Vous avez bien saisi le jeu de mots. Qu'est-ce qu'on sème? Semer les graines. Et bien sûr, semer l'amour, s'aimer l'amour. Et donc on a 3 invités pour cette conférence débat. Je vous les présenterai au fur et à mesure de leur intervention qui va durer à peu près 15-20 minutes. Et je les présente brièvement ici par leur nom et prénom. Donc il y a Johan Negroussiou, ici présent. Il y a Régis Dick au milieu. Et enfin, il y a Gaëtan Bailly. Et donc moi-même qui suis Thomas Vidiez, directeur de recherche à l'INRAE, qui travaille sur le développement des graines, et je suis le modérateur donc, de cette conférence débat. Donc, le festival Sciences et Manga, avec la thématique de la graine, on parlera plus de sciences aujourd'hui, là, à cette heure, que de manga, à moins que les intervenants ont prévu peut-être des relations avec le manga, mais c'est plutôt basé sur la science et la graine. Et on parle de la graine, on peut élargir bien sûr aux plantes à fleurs de façon générale et aux plantes à graines. Et je vais juste donner une petite introduction, mais vraiment 2-3 mots sur les graines et un peu une perspective vraiment avec du recul, avec un contexte vraiment un peu historique. Si je pense qu'on peut dire que les graines sont la base de notre civilisation. C'est peut-être une phrase un peu forte, mais si on réfléchit un petit peu à cette vision-là, parce que les graines, ça sert de... La première chose qui vient à l'esprit en parlant de graines, peut-être pour vous, c'est peut-être la nourriture. Dans votre assiette à midi, il y a les graines, vous avez des graines de riz, des grains de blé, des grains de maïs, des plantes que vous avez mangées qui sont des plantes à graines. Donc l'aspect nourriture, à la fois direct et aussi indirect par l'élevage. Il y a aussi, si on prend encore beaucoup de recul, les graines, c'est aussi l'oxygène qui est dans l'air et c'est grâce aux plantes à graines notamment, qui a permis d'avoir de l'oxygène sur Terre. Et actuellement, donc c'est vraiment un aspect important des graines, des plantes. Également, par rapport à la civilisation, on peut se dire les plantes sont source de matériaux, de construction. Par exemple, si on pense au bois, le bois, c'est des arbres, les arbres, c'est des plantes, et c'est des plantes à graines. Donc voilà, il y a tout un aspect des graines et des plantes qui sont importantes. C'est les bases des services qu'on appelle les services écosystémiques. Donc, c'est les services rendus par l'écosystème. Et donc, voilà, c'était juste pour introduire un peu la graine et avoir une vision un peu vraiment très, très large et l'importance de la graine, brièvement. Et donc, je vais laisser la parole donc, à Johan Negroussiou, qui est agronome et biologiste, qui est professeur émérite à l'École normale supérieure de Lyon, donc l'ENS de Lyon. Et il est fondateur de l'Institut Michel Serres. Peut-être je te laisserai présenter l'Institut Michel Serres en 2 mots, si tu feras mieux que moi. Et membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Et ses travaux se concentrent sur l'évolution des plantes à fleurs. Il a fait des recherches sur des outils de diagnostic et de modélisation du patrimoine écologique. Et ces problématiques-là sont étudiées avec un questionnement juridique et sociétal. Et bien donc, Johan Negroussiou, c'est à vous. Merci pour cette invitation. Je vais essayer de tricher un peu par rapport au micro parce que je pense qu'il y a trop de choses à faire manuellement. Il faut le micro. Ben, je l'ai un total. Et donc, je vais ouvrir le feu dans l'idée que ma présentation sera une sorte de séquence de flash qui vont vous rappeler sans doute beaucoup de choses que vous connaissez. Je vais abonder dans les quelques idées que Thomas a déjà avancées. Et que ce qui est important, ce n'est pas les détails dans les séquences que je vous présente, mais c'est la séquence elle-même. Comment est-ce qu'on articule un certain nombre de choses que je vais vous présenter ici, de telle sorte qu'on arrive à poser la question à la fin, est-ce que, tel que le monde se dessine actuellement, va-t-on vers quelque chose qui est l'équivalent de s'approprier et de posséder la nature d'une manière absolue, ou y a-t-il des capacités, des possibilités de faire autrement? Et l'Institut Michel Serres, que
j'ai noté ici, c'est justement un institut qui se pose ce type de questions où les sciences de la nature sont fortement associées avec le droit et avec ce qui est aujourd'hui système savoir des systèmes complexes. Et donc, je vais essayer de naviguer entre tous ces éléments-là pour vous raconter à ma manière une histoire. Et donc, posséder la nature, comme l'amorçait Thomas, c'est aussi une question de quelle est la part des semences dans cette question-là. Et je pense qu'elle est assez importante. Ce diapo nous introduit dans la question évolutive et qui suggère que la végétation terrestre, elle a suivi un cours ascendant, elle s'est diversifiée fortement, et que dans cette diversification et colonisation de la Terre, on a changé la biosphère, on a changé l'épiderme terrestre, qui sont devenus les sols, que ceci a rendu possible l'arrivée sur terre ferme des animaux, et que cet ensemble-là a permis de mettre en place des écosystèmes extrêmement complexes. Alors, dans cette rapide séquence, je vais insister sur ce que les plantes représentent comme innovation évolutive. Et il y en a beaucoup, surtout chez les plantes à fleurs, et elles sont à la fois de nature morphologique, que la plupart d'entre nous savent, mais elles sont aussi de nature chimique, donc biochimique. Et cette dimension-là est peut-être un tout petit peu oubliée dans ce que nous imaginons se passer dans la nature. Alors, s'ajoute à cela le processus de domestication, ce qui fait, pour être un peu brutal et simpliste, que la nature nous offre open bar pour aller chercher, utiliser, explorer, exploiter ce qui est disponible dans ces rayons. Alors, dans cet ensemble-là, donc innovation morphologique et biochimique, j'insisterai sur la part des angiospermes, c'est-à-dire des plantes à fleurs, que j'appelle par intimité les plaphes, et que celles-ci constituent, en tout cas aujourd'hui, la matrice ferme de la vie terrestre. Dans cette idée-là, une des questions importantes qu'on va poser, c'est qu'est-ce qu'une fleur? Et vous avez ici l'illustration peut-être la plus symptomatique de ce qu'une fleur peut l'être dans la nature, Amorphophallus titanum, et le rapport homme-plante va se dérouler, va se dévoiler pendant les diapos qui suivent. Alors, je reviens sur ce que je vous ai proposé tout à l'heure. On ne rentre pas dans les détails. On a juste envie de voir l'échelle de temps et indirectement d'espace dans lequel la séquence des innovations évolutives des plantes terrestres s'est déroulée, et à quel moment les plantes à fleurs ont pris les commandes. Et vous allez tout de suite constater que sur une séquence évolutive qui commence avec les algues, les mousses, les hépatites, qui passent par les sélaginelles pour arriver aux fougères, aux conifères et puis aux plantes à fleurs, le chemin évolutif a été long puisqu'il s'étale sur largement 500 millions d'années. Or, les plantes à fleurs et leurs innovations les plus marquées, c'est-à-dire les feuilles, la graine et ce qui porte les graines, les carpelles avec les fleurs, pour constituer in fine le fruit, c'est une innovation évolutive tardive, je dirais très tardive. Alors, pour la placer aussi dans un contexte animaliste, sachez que cette période-là est aussi la période pendant laquelle les mammifères prennent les manettes de leur côté. Donc il y a cette coévolution, cette co-occurrence des deux grandes catégories qui sont en fait les catégories du vivant qui, comme dans un sandwich, maintient entre les deux strates des niches nutritives
des réseaux trophiques le reste des écosystèmes. Les plantes en bas, les mammifères en haut. Et donc, vous gardez à l'esprit que l'évolution des plantes terrestres consiste beaucoup dans le fait qu'elles ont mis au point ce qu'on appelle les systèmes de cellules souches, que ces systèmes de cellules souches sont associés à une capacité essentiellement racinaire, mais pas seulement, de s'alimenter et de transporter les produits de cette alimentation, que chez les plantes, contrairement à beaucoup d'autres organismes, la croissance est continue, c'est-à-dire elle pousse tous les jours un tout petit peu, année après année, si c'est pluriannuel, et que le résultat de cette croissance continue est la biomasse. C'est l'affaire qui fait tourner le monde. La biomasse, c'est ce qui nous intéresse, en fait, du matin au soir, pour nous nourrir, pour s'habiller, pour construire, etc. Et donc, les plantes sont les maîtres d'œuvre dans cette affaire-là. Elles savent aussi, à certains endroits, accumuler des réserves. Et quand il s'agit de reproduction, et ce n'est peut-être pas étonnant qu'elles arrivent au sommet du système écosystémique actuel, elles sont ce qu'on peut appeler, sans gêne, des bombes sexuelles. Elles ont un taux de reproduction, une capacité de reproduction extrêmement important. Alors, dans l'ordre, pour reprendre la liste des évolutions dont je vous parlais, je dirais que les plantes à fleurs sont des usines cellulaires extrêmement performantes. À l'intérieur de la construction qui en résulte, vous avez, j'insisterai beaucoup là-dessus, des systèmes de réserve d'eau. Donc, ces constructions monumentales sont aussi des systèmes de réserve d'eau, qu'il s'agisse des grands ficus ou de séquoias. Vous voyez un peu la taille de ces structures végétales qui nous rencontrons dans la nature. Alors, elles arrivent à avoir une croissance continue suite à des structures qui leur sont propres. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais cette croissance continue fabrique des troncs qui constituent du bois, et gardez à l'esprit que 80% de la biomasse terrestre, c'est du bois. Donc, voilà un peu des repères qu'il faut garder à l'esprit. Deuxième grande capacité végétale, c'est d'œuvrer en tant qu'usine chimique. Alors, c'est assez impressionnant. Je ne pense pas qu'on connaisse aujourd'hui le nombre relativement exact de ce qu'on appelle les métabolites secondaires, donc les molécules que les plantes sont capables de synthétiser. Et que l'évolution de cette pharmacie incroyable a eu deux étapes. Avant les plantes à fleurs, la ligne ici, et après l'arrivée des plantes à fleurs. La chimie avant les plantes à fleurs, c'est quelque chose qu'on peut ranger dans une certaine limitation en nombre, mais des molécules extrêmement puissantes, à tel point qu'on peut considérer que le rapport de ces plantes terrestres avec les herbivores et le reste du vivant est de l'ordre de la guerre chimique. Un seul exemple, vous avez ici des hormones juvéniles synthétisées par les plantes. Elles bloquent le développement des insectes lorsque ces insectes se nourrissent dessus. En tout cas, pour fabriquer tout ça, les plantes vont chercher l'origine de ces molécules dans trois catégories chimiques. Il y a les dérivés azotés, phénoliques, je n'insiste pas. Toujours est-il que lorsque les angiospermes arrivent à construire la matrice du vivant, elles sont capables de synthétiser une quantité telle de molécules qu'elles peuvent se permettre le luxe de passer de la guerre chimique au planning familial. C'est-à-dire qu'elles décident, en fonction de la quantité qui est broutée et la concentration des molécules qui sont avalées, de provoquer de la stérilité, des avortements, et donc de diminuer la population d'herbivores qui essaient de se nourrir dessus, et donc de contrôler la démographie en question. Troisième catégorie d'innovation très importante, c'est l'apparition de la fleur. Il faut garder à l'esprit que la fleur, c'est, en tout cas pour Darwin, l'abominable mystère qui a fait en sorte que sa construction intellectuelle, sa proposition
des systèmes évolutifs s'est heurté à son incapacité à expliquer comment on est passé des gymnosphères, des conifères, aux plantes à fleurs. Parce qu'il y a là un saut qualitatif et quantitatif tel que les éléments dont il disposait ne lui ont pas permis d'apporter ces explications. Alors, je vais le décliner en 2 diapos. La première qui va vous expliquer que les plantes à fleurs sont aussi le résultat, enfin les fleurs, sont aussi le résultat d'un travail qui se fait au niveau de la morphologie par rapport à l'emplacement spatial des structures en question. C'est-à-dire, on peut jouer sur une organisation spirale ou concentrique de passer de l'une à l'autre. Alors, ce qu'on a fait au laboratoire, par exemple, c'est de montrer qu'une fleur moderne, qui est une fleur extrêmement organisée et structurée pour produire simultanément 4 types d'organes dans lesquels les organes reproducteurs arrivent à maturité à peu près au même moment. Et ceci est possible parce que partir des conifères où les inflorescences mâles sont, on les appelle ça indéterminées, c'est-à-dire elles continuent quasiment à l'infini de développer des organes, ou de faire comme les magnolias, avoir un nombre très grand d'étamines, un nombre très grand de carpelles qui, au hasard des choses et de la spiralité, sont ouvertes. Donc, elles ne peuvent pas fabriquer des quantités de graines extrêmement importantes. Mais lorsqu'on passe, comme on fait chez Eleborus et puis chez Arabidopsis, d'une organisation spirale pour les étamines, mais pas pour le pistil et ses carpelles, à ce moment-là, on peut fusionner des organes, on peut produire des structures qu'on appelle placentaires qui fabriquent des quantités de plus en plus importantes de graines qui maturent à peu près en même temps. Vous voyez déjà l'intérêt que ça pourrait présenter pour nous. Alors, l'autre grand saut quantitatif et qualitatif, c'est celui-là qu'on associe à la capacité de ces plantes à fleurs, ici, de bousculer le programme précédent, celui-là des conifères. Et ça travaille sur plusieurs fronts à la fois. C'est le temps du développement des organes femelles, le temps de la fécondation, le temps du développement de l'embryon, ici en jaune, et le temps de produire et d'accumuler des réserves. Alors, on ne sait pas très bien comment ça s'est passé, mais toujours est-il que chez les plantes à fleurs, on a raccourci le temps de maturation de l'organe femelle, on a imaginé et appliqué ce qu'on appelle la double fécondation, qui permet non seulement d'avoir un embryon jaune, mais aussi un tissu pour accumuler des réserves, ce qu'on appelle l'endosperme. Et l'accumulation de ces réserves se font ici dans cette structure-là essentiellement. Donc, vous voyez bien que l'évolution des plantes à fleurs n'est pas un événement ou 2-3 événements, c'est vraiment une séquence. Les plantes à fleurs, c'est une sorte de rhéostat évolutif qui contrôle et met en place des stratégies qui sont associées à la façon dont ces structures fonctionnent. Alors, qu'est-ce que les humains ont fait à partir de là pour construire leur civilisation telle qu'on les connaît? Mais il faut admettre que ces civilisations se sont développées essentiellement parce que les plantes à fleurs étaient là. Et dit autrement, je ne pense pas qu'on puisse parler d'agriculture sophistiquée sans la présence et l'exploitation très forte des plantes à fleurs. Jugez par vous-même. En noir, ce sont ce que ces premières plantes terrestres, et il y a 4 familles, 4 grandes familles, apportent aux humains, essentiellement de l'énergie. En bleu, les conifères, bon, il y a des biomatériaux, il y a de l'énergie, effectivement, et une capacité d'industrialiser l'exploitation du bois assez intéressante. Mais les plantes à fleurs, ici en vert, nous apportent tout ce que nos activités humaines sont capables de produire et d'utiliser aujourd'hui. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de photo, pas d'agriculture, pas de société sophistiquée en absence de plantes à fleurs. Donc, nos hommages à ces plantes à fleurs. Alors, celui-là, c'est juste pour vous dire que ce genre d'inventaire existe. Il y a quelques plantes mythiques qui, de la finance, en passant par l'addiction, par le trafic,
par la religion, par la culture et par la santé, sont capables de nous offrir un tas de choses. Le blé, ça me semble intéressant parce qu'en français, on peut jouer un peu sur les mots et dire est-ce qu'on travaille pour le blé ou pour du blé, et ainsi de suite. On peut aller jusqu'à la fin de la liste qui est tout sauf exhaustive. Si on prend le pavot avec l'opium, ça nous permet de remonter dans l'histoire de la Chine et de voir d'où elle vient par rapport à ce que l'Occident a réussi à lui faire en attendant. La dernière étape que je voulais vous présenter, c'est la graine. Et ce que l'innovation apportée par les angiospermes a pu apporter. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est le fait que c'est des catégories de propriétés du végétal que nos ancêtres plutôt illettrés ont dû sélectionner à l'aveugle. Si vous pouvez mesurer la taille d'un fruit, vous n'êtes pas capable de mesurer quelle est la quantité d'amidon, quelle est la concentration de l'amidon dans la graine. Et c'est ce que ces ancêtres ont réalisé pour faire en sorte que cette graine produise des protéines, des sucres et des lipides, des graisses. Tout ça s'est accumulé dans des graines de céréales ou des légumineuses. Alors, une question pour régler vite la question, mais si c'est une sélection aveugle, à partir de quels ingrédients d'origine on a pu arriver à fabriquer des quantités aussi importantes de polymères protéiques, sucrés ou des lipides? Eh bien, dans les graines sauvages, vous avez, entre autres, des inhibiteurs de trypsine qui sont en fait des molécules qui bloquent les protéases digestives des prédateurs des graines. Donc, c'était la défense de ces graines qui a été trafiquée aveuglement par les humains pour produire quoi? Pour produire, et je me concentre dans la discussion sur les protéines de réserve, qui sont des albumines, globulines, prolamines, glutélines, en sachant que ces deux en rouge donnent naissance à ce qu'on appelle le gluten. Mais la caractéristique essentielle de ces 4 catégories de protéines dans les graines, c'est que ce sont des polymères et qui s'agrègent en macroagrégats à l'intérieur de la zone de réserve. Alors là, il y a une magie cellulaire qui fait que ces plants sont capables de synthétiser et d'assembler ce genre d'agrégats dans des structures particulières dans la cellule, qu'on appelle les corps protéiques, et que c'est à partir de ces corps protéiques que la magie continue. Pour les préserver le temps qu'il faut, on déshydrate la graine, donc ces molécules sont quasiment à l'arrêt, et puis pour faire repartir l'usine, on réhydrate au moment des pluies de printemps et autres, pour que le système se mette à la disposition avec ses réserves pour la graine et du coup pour nous. Pour vous donner une idée de cette sélection à l'aveugle, une de ces protéines présente dans les graines, qui est une gluténine, vous voyez ici, elle est en fait un concentré de essentiellement 4-5 acides aminés, pas plus, qui, pour des fonctions vitales, n'ont aucun sens. Par contre, elle constitue un système de réserve dont on profite pour la nourriture. Alors, quand vous faites de la pâte et vous faites du pétrissage, voilà ce qui se passe. Les superagrégats qui se trouvent dans la farine, une fois au contact de l'eau, elles finissent par se disperser. Et il faut une capacité un temps de mélange relativement important pour que cette mise en matière première en boulangerie avec des caractéristiques qu'on appelle viscoélasticité donne ce qu'on appelle la qualité boulangère. Eh bien, là, je vais passer vers nos autres interlocuteurs en vous disant que les graines, c'est vraiment l'objet du grand business parce qu'avec les 10 grands, qui sont plus ou moins les mêmes aujourd'hui, ils contrôlent la chaîne agroalimentaire, à 90% pour l'agrochimie, à 66% pour les marchés de semences, pour les capacités de stockage, de trading,
des prévisions météo, des données massives dont ces compagnies-là possèdent d'une manière privée l'essentiel des éléments. Évidemment, ça impacte les décisions géopolitiques et stratégiques et ça a des effets sur les équilibres socio-économiques en se disant qu'il faut peut-être aujourd'hui trancher lorsqu'on veut faire de l'alimentation ou de la bioénergie. En tout cas, le privé a trouvé la solution. Le post-pétrole, pour eux, c'est ce qu'ils appellent l'économie du sucre, c'est-à-dire produire de la biomasse et les éléments qu'on extrait de là. Évidemment, en première ligne se trouvent les agricultures traditionnelles et les paysans, parce que les activités de ces grandes compagnies et d'autres activités humaines font que si les humains n'existaient pas sur cette planète, elles se constituent une réserve écologique par la manière dont elles fonctionnent et qu'en présence des humains, on produit ce qu'on appelle l'appropriation humaine de la biomasse, eh bien, on réduit fortement cette réserve, voire on la détruit, que l'essentiel de cette biomasse passe dans les intérêts et activités humaines, qui fait en sorte que ce qui reste pour la biodiversité sens large est quasiment insuffisante pour la suite. Ça, c'est pour donner l'exemple de quoi on peut parler ici. Eh bien, on parle de cette triangulation qui est celle des sols, eau et biomasse qu'il faut absolument préserver et mettre en priorité absolue dans nos sociétés. Ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que s'il faut amortir la consommation qu'on fait de sol, eau, biomasse, notre PIB devrait diminuer d'à peu près 30%, ce qui est énorme. Et donc, en posant cette équation-là, je reste sur la question, si on ne fait pas ce qu'il faut, il y aura une possession de la nature qui n'est pas désirable, et si on fait ce qu'il faut avec ces trois éléments-là, il faudrait imaginer comment faire société avec elles. Et ceci, on est en train de l'écrire dans un livre qui va apparaître aux éditions Utopia au printemps. Merci. Merci, Johan Necrissiou, pour ce séminaire très intéressant. On va passer au second invité, Régis Dick. Donc, Régis, qui est donc ingénieur agronome et ingénieur du génie rural des eaux et des forêts. Il a participé à de nombreux programmes de protection de la nature, notamment en Guyane et en Nouvelle-Calédonie. Et il a dirigé l'Agence régionale de l'environnement et le développement soutenable en Bourgogne. Et maintenant, depuis 10 ans, il dirige le Conservatoire d'espaces naturels de Savoie, le SEN Savoie. Et bien, Régis, c'est à vous. Merci. Merci beaucoup et bonjour. Merci pour l'exposé précédent. En attendant que ça s'allume derrière moi, je vais vous dire un petit mot sur le Conservatoire d'espaces naturels de Savoie pour vous dire que c'est une association, loi 1901, dont le but est de préserver les milieux naturels remarquables du département de la Savoie. Ça, c'est notre mission. On le décline en 5 actions rapidement. C'est la connaissance des milieux naturels par des inventaires ou des études. La préservation par l'action foncière, ce qui ramène aussi à la question de qui possédera la nature. On essaye de préserver un petit peu de bouts de nature en Savoie en achetant des terrains ou en conventionnant avec des acteurs privés ou publics. On gère ces milieux et on va parler beaucoup de gestion pendant ce petit exposé et notamment de restauration de milieux naturels. Et puis, on facilite tout ce qui est pédagogie, accueil des publics en milieu naturel. Notre dernière mission consiste aussi à travailler avec les acteurs territoriaux, notamment les collectivités, pour faire en sorte que la biodiversité soit dans leur priorité. Alors, pendant une grosse quinzaine de minutes, on va s'intéresser à la question des semences locales, d'où le petit titre, tant qu'à semer, on sème local. Et la première question qui se pose, pour filer un peu la métaphore, c'est pourquoi on sème ? Et là, à cette question un peu vertigineuse, nous, on répond très, très humblement de notre côté, pour notre mission en tout cas, que les semis qu'on met en place ont vocation à faciliter la restauration
des milieux naturels et des écosystèmes qui ont été dégradés. En Savoie, vous savez qu'il y a une forte pression foncière, on est dans le sillon alpin, il y a beaucoup d'urbanisation, vous avez également pas mal de terres agricoles qui ont été drainées. Bref, il y a de la pression sur des milieux naturels et face à cette pression, une des réponses à apporter, c'est la restauration des écosystèmes. Schématiquement, une restauration, elle se fait de deux manières un peu successives. On agit sur le milieu de manière un petit peu brutale avec, par exemple, des terrassements ou la mise en place de seuils. Et puis ensuite, il y a une phase de végétalisation ou de revégétalisation. Et c'est là qu'arrivent les semences locales. Parce que pour revégétaliser, on a plusieurs possibilités. Soit on fait confiance à la banque de graines du sol, mais quand vous avez eu 60 ans de maïs intensif sur une parcelle, il est possible que la banque de graines soit un petit peu appauvrie. Soit vous achetez des semences dans le commerce, soit vous essayez de développer des techniques un petit peu alternatives, et c'est ce que je vais avoir le plaisir de vous présenter. Alors la première chose, c'est quand on parle de semences locales, de quoi parle-t-on ? Alors on parle de graines d'espèces qui sont sauvages, qui n'ont pas fait l'objet d'une sélection, et selon le cahier des charges maintenant du végétal local, qui a été établi par l'Office français de la biodiversité, les semences locales sont naturellement présentes dans une zone biogéographique donnée. Il y en a 11 en France. Moi, je suis dans la zone biogéographique Alpes. Ici, on est plus sur la zone biogéographique Rhône-Saône. Je suis un peu à cheval entre les deux, d'ailleurs. Et l'idée, c'est que les graines locales sont issues, c'est-à-dire produites ou récoltées dans leur zone biogéographique. Donc ça coupe court à une idée qu'on pourrait avoir au départ, hein, c'est qu'une semence locale n'est pas forcément une semence que vous avez achetée chez le semencier du bout de la rue. Pour être locale, il faut qu'elle soit issue du territoire dans lequel vous vous trouvez. Ces semences locales, elles présentent un certain nombre d'intérêts. Je vais passer rapidement dessus, mais ces intérêts sont essentiellement liés à leur adaptation au milieu naturel recherché. Elles sont adaptées parce qu'elles sont le fruit d'une coévolution entre elles et différentes et la faune, parce que ça fait plusieurs années, centaines, milliers d'années qu'elles sont sur ce territoire, et donc elles ont une grande capacité d'adaptation. Donc, qui dit bonne adaptation dit à terme un bon recouvrement du sol, donc ça permet de lutter plus efficacement contre des phénomènes d'érosion, de maintenir des paysages diversifiés et de soutenir une diversité. On parlait tout à l'heure du lien, le planning familial avec différents éléments de la faune. En tout cas, c'est ces semences locales une source de biodiversité. Quand on a parlé de leurs intérêts, maintenant, c'est quelle méthode on peut utiliser, mettre en place pour produire et approvisionner en semences locales. Alors, il y a plein de méthodes qui existent. Je vais passer rapidement sur la production et la multiplication des semences, parce que ce n'est pas ce qu'on met en place nous-mêmes, mais il y a des gens qui le font très bien. Une entreprise comme Phytosem, aujourd'hui, qui est basée dans la Drôme, fait de la multiplication de semences locales. Nous, on utilise plutôt des méthodes qui correspondent à de la récolte de mélanges grainiers dans les milieux naturels. Et là, vous pouvez utiliser différentes méthodes, certaines très rudimentaires, en utilisant ce qu'on appelle les fonds de grange. C'est là où vous avez stocké le foin, il reste des graines qui sont tombées dans le grenier, vous les ramassez avec le balai, la balayette, et puis vous semez ces graines. C'est des méthodes très rustiques, mais qui sont utilisées par des agriculteurs. Vous avez des méthodes de transfert de foin vert, c'est-à-dire tout simplement on va les couper du foin et on va aller l'épandre avec une simple pailleuse agricole dans un champ. Il faut évidemment couper le foin vert au moment où il y a des graines matures qui sont présentes. Et puis vous avez des méthodes de récolte de semences en mélange, c'est-à-dire qu'on va aller utiliser un machinisme agricole particulier pour aller récolter ces graines dans le but après de les réintroduire dans le milieu. Voilà, nous on a testé un certain nombre de ces techniques, celles qui apparaissent ici, et je vais vous en détailler quelques-unes rapidement. Alors, le principe général de ce qu'on réalise est assez simple.
Vous avez un milieu naturel qui a été dégradé et que vous souhaitez restaurer. C'est votre site à ensemencer. Et vous avez, de l'autre côté, une prairie donneuse, qui est ou la prairie mère, si vous préférez, que vous avez soigneusement identifiée pour qu'elle corresponde bien au niveau du sol, de l'humidité, de manière à avoir des caractéristiques équivalentes. Et là, vous avez différentes étapes de collecte, de séchage, de tri. Alors plutôt qu'un tri, on va parler de nettoyage, j'y reviendrai, de conservation et de conditionnement, et ensuite une phase de semis dans le milieu naturel. Et donc c'est des étapes qui se développent maintenant depuis très peu d'années, hein. C'est quelque chose qui apparaît, en tout cas pour la restauration des milieux naturels, dans notre région depuis 5 ans, tout au plus. Quelques images d'expérimentation qui ont été menées. Alors, à gauche, vous avez reconnu le vignoble savoyard, fleuron d'agriculture de montagne, avec un enjeu, puisque là, on se situe à Saint-Pierre-d'Albigny, on est dans la Combe de Savoie, et ces vignes ont été plantées sur des pelouses sèches. Donc des zones extrêmement riches d'un point de vue biodiversité. Cette biodiversité donc, a été fortement appauvrie. Et l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'entre 2 rangs de vignes, on ne peut pas remettre un petit peu de biodiversité et essayer d'avoir un couvert végétal. Donc on a récolté des graines de pelouse sèche et on les a semées, alors pour le coup manuellement, sur des interrangs. Bon, ça s'est fait sur des très petites surfaces, hein, c'était 330 mètres carrés qui ont été semés avec 5 interrangs. Et sur 5 interrangs, il y en a 3 qui ont été traités avec un sursemis au printemps suivant. On va voir juste après les résultats. Sur les images qui sont situées à droite, vous avez ici un gros projet de restauration de milieu naturel. Pour le coup, on est sur un des plus gros qui était mené dans le bassin du Rhône. 60 hectares d'un seul tenant, c'était un grand champ de maïs, énormément de pollution sur cette zone. Et donc, il y avait un réseau de 23 km de drains qui lardaient cette parcelle de 60 hectares. Les drains ont été bouchés, il y a eu un décapage du sol pour retrouver plus ou moins un horizon tourbeux qui s'était minéralisé. Et pour revégétaliser, sur la moitié de la surface, on a été brosser des graines dans les milieux naturels, c'est-à-dire dans les prairies avoisinantes, pour pouvoir les réintroduire, les semer dans cette parcelle. Et puisque je ne parlerai pas des expérimentations sur cette parcelle, enfin, pas en tout cas des résultats, on a obtenu des résultats excellents au bout de 2 années. C'est-à-dire que le couvert végétal qu'on a pu obtenir, on a fait tous les relevés avec le Conservatoire botanique alpin, on est très proche aujourd'hui de ce qu'il peut y avoir dans les prairies les plus riches du département, qui sont situées juste à côté. Sur ces expérimentations donc, qui ont été faites dans le cadre d'un programme européen qui s'appelle Restalp, Restauration d'habitat dans les Alpes, mené avec des partenaires italiens, on a évidemment fait quelques relevés pour voir si nos expérimentations avaient fonctionné, sans m'appesantir sur les résultats. On peut voir qu'il y a eu un succès du semis par rapport aux témoins, à la fois d'un point de vue du recouvrement du sol. Donc ces semences sont adaptées à des sols de pelouse sèche et ça a fonctionné. On a pu avoir une meilleure couverture du sol que sur le témoin. Et on a obtenu aussi une meilleure diversité, mais paradoxalement, en tout cas en première approche, on a obtenu une meilleure diversité avec un simple semis que sur les zones où il y a eu un sursemis. Voilà ce que nous enseignent les relevés qu'on a pu faire sur les 3 années suivantes. Donc ces techniques, petit à petit, se développent. Ça nous plaît parce que, quelque part, on fait appel à ce que nous offre la nature. Hein. On a vu la liste de ce que nous permettaient les plantes à fleurs à un moment donné. Ben, on essaye d'utiliser aussi certains services qui nous permettent de restaurer des milieux qu'on a pu dégrader. Quelques mots rapidement sur le machinisme associé à ces techniques de revégétalisation avec des graines locales. Vous avez ici à gauche une brosseuse à graines qui a été construite avec un lycée agricole, le lycée agricole Renac de la Motte Servolex.
Donc, cette brosseuse à graines, elle est tractée par un quad qui est un petit peu déporté, évidemment. C'est des brosses de nylon qui vont aller brosser, caresser les tiges et arracher les graines. Évidemment, il faut brosser au moment où ces graines arrivent à maturité, ce qui veut dire que quand on a une prairie très diversifiée, il faut parfois faire 2 à 3 passages pour obtenir un cortège qui soit assez diversifié. Une fois qu'on a récolté ce matériel, il ramasse quand même un petit peu de résidus de tiges. Donc on fait un nettoyage ou un tri en utilisant une batteuse à poste fixe. Là aussi, on est sur un machinisme très peu présent en France, qui n'existe pas pour ainsi dire. Et ça, c'est une machine qui vient de Bologne, en Italie, qui est une batteuse à poste fixe, qui donc va séparer les résidus de tiges des graines. On a ensuite le semis à mettre en place. Et là, pareil, on expérimente. Donc, les semoirs gravitaires ne fonctionnent pas très bien parce qu'on a des graines de taille extrêmement diversifiée dans les mélanges qu'on récolte. Donc, on utilise un machinisme basé soit sur des semis centrifuges, couplés à une herse. Là, vous avez un semoir Vicon qui est présenté. Ou alors, on utilise, ça c'est la Rolls, hein, ça fonctionne très bien, c'est un hydrocideur. En fait, c'est comme il faut imaginer une citerne avec une grande lance à incendie et vous avez aussi un liant naturel qui est utilisé de manière à pouvoir agréger des graines de taille différentes. Et donc, on projette les graines dans le milieu naturel. C'est très utilisé aussi dans les stations de ski pour pouvoir revégétaliser après qu'il y ait eu du terrassement pour mettre en place des pistes. Voilà donc quelques éléments de machinisme. Alors, vous êtes là dans le cadre d'un festival sciences et manga. Et là, vous vous retrouvez un peu à la foire agricole de Beaucroissant. Donc, j'ai essayé de trouver un lien, un pont métaphorique avec ici l'univers manga où finalement la technologie chère aussi à nos amis japonais, elle est parfois aussi source d'inspiration et puis ça peut être des alliés pour préserver la nature. Là, on a l'exemple du robot gardien dans le château dans le ciel, qui veille sur sa petite fleur rose et qui se préoccupe des moindres détails du milieu naturel. Et je trouve intéressant cette idée du mélange entre la technologie et le naturel, là qu'on peut observer dans la dévotion de ce gardien à garder la cité d'une part et à préserver la nature de l'autre. Dernière diapositive, avec là aussi quelques éléments empruntés au manga. Vous aurez reconnu, je crois que c'est ce soir, la projection dans les prochains jours, en tout cas, ce soir pour mon voisin Totoro. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les mangas entretiennent une relation extrêmement étroite avec le monde végétal. La nature, d'une part, inspire l'univers manga avec une place prépondérante du végétal. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste de manga, évidemment, mais mes enfants m'ont un petit peu déniaisé sur ce registre. Et l'œuvre de Miyazaki, m'ont-ils dit, a été fortement influencée par l'admiration que ce dernier portait à un botaniste ou un ethnobotaniste qui s'appelait Sasuke Nakao, qui s'appelle encore Sasuke Nakao. En retour, un point de vue qui paraît intéressant, c'est que les mangas jouent aussi un rôle pour éveiller notre conscience sur l'importance du vivant en général et du végétal en particulier. On a certaines œuvres qui relatent des luttes contre la bétonisation, contre la déforestation, contre l'exploitation des ressources naturelles. Vous avez la petite image en haut à gauche de Pompoko, de Takahata, qui décrit comment des gentils petits rongeurs, les tanuki, se rebellent astucieusement contre la croissance économique, l'urbanisation massive et la déforestation, qui ont bouleversé leur vie qui était jusque-là douce et paisible. Il y a d'autres œuvres qui sont davantage tournées sur la description d'un monde un peu post-apocalyptique. On
on a tous en tête Nausicaa de la vallée du vent et la pollution qui a été causée 1000 ans plus tôt et qui a modifié la fonge qui rend les spores toxiques et dévastatrices pour le genre humain. Et puis, je vous ai mis des planches que je trouvais très belles de l'artiste Tokyo Genso qui propose des illustrations où Tokyo a été complètement ravagée, en ruine, et où la nature a repris progressivement ses droits sur les constructions humaines. Et pour finir, qui dit graines, dit semences, jeunesse, croissance, espoir, et dans certaines œuvres de manga comme celle de Taniguchi, je pense notamment à la forêt millénaire, il y a certains personnages qui arrivent à entendre la nature, et dans ce récit initiatique, l'enfant arrive à développer des relations harmonieuses avec la nature, tout comme arrivent à le faire aussi les enfants du château dans le ciel. Bref, il n'est pas interdit de voir un petit message d'espoir face au bouleversement en cours, mais je m'arrête là parce que je risquerais de me perdre dans la foucaille. Je vous remercie beaucoup. Merci Régis pour cette conférence concrète sur les graines et les semences et cette passerelle avec les mangas, très intéressante. Et on va passer maintenant à la troisième et dernier conférencier, donc Gaëtan Bailly. Après son intervention, donc on passera à la phase de débat et de questions et discussions. Donc Gaëtan est docteur en droit. Il travaille actuellement à l'école française d'administration des biens à Lyon, c'est ça ? Et où il fait des recherches donc, en droit de l'urbanisme avec des liens avec les enjeux écologiques et au droit de l'environnement. Et il a fait une thèse en droit de l'environnement et travaillé sur l'encadrement juridique des certifications d'obtention végétale et de l'expérimentation de semences nouvelles. Donc, merci Gaëtan. Et le micro est à toi. Merci beaucoup. Merci à vous de nous accueillir ici à la Bibliothèque universitaire de Lyon 1. Merci pour l'organisation de cet événement. Et puis merci également aux précédents orateurs qui ont présenté des choses extrêmement intéressantes, extrêmement passionnantes et extrêmement colorées. Je m'excuse par avance, je n'ai pas prévu d'illustrations qui permettent également de faire le lien avec le manga. Je vais essayer d'être le moins embêtant possible. Oui, ce sera possible, enfin j'espère, même pour un juriste, et de faire le lien entre ce qui a été dit depuis tout à l'heure, donc repartir du titre de cette rencontre, de ces échanges. Qu'est-ce qu'on sème ? C'est quoi une semence? C'est quoi une graine? Finalement, le juriste, lui, qui met des éléments dans des cases et qui cherche à tout catégoriser, eh bien, s'est posé la question, mais qu'est-ce que c'est qu'une graine en droit, finalement? Et on va pouvoir se rendre compte qu'on va avoir des liens entre l'évolution, la connaissance scientifique de ce que sont que les semences et les graines, et également avec ce qui a été présenté précédemment, la possibilité pour utiliser des semences locales dans le cadre de la revégétalisation d'espaces dégradés. Et on va aussi faire le lien avec le fait qu'on est dans une ère aujourd'hui où les semences agricoles sont maîtrisées, en tout cas l'agriculture est essentiellement maîtrisée par un système qu'on peut qualifier de libéral, voire même carrément de capitaliste, en tout cas de propriétariste. On va faire le lien avec la propriété. Qui est-ce qui possède la terre? Qui est-ce qui possède les graines qu'on met sur la terre? Est-ce qu'il y a, ou même dans la terre, si on veut être précis, qui est-ce qui procède les systèmes de production agricole, puisque c'est essentiellement de cela que je voulais parler. Finalement, les techniques alternatives qui ont été présentées juste avant, c'est finalement une niche dans l'utilisation des semences et des graines d'un point de vue juridique, puisque la plupart des graines qui sont utilisées, notamment à des fins agricoles, donc les semences qui sont utilisées, et ça a été présenté par Johan tout à l'heure de façon très rapide, mais nous viennent d'une production industrielle maîtrisée par un certain nombre d'industriels mondialement connus et qui ont la main sur ce marché. Une fois qu'on a dit ça, on peut se poser la question, mais
comment on va pouvoir encadrer tout ça? Est-ce que le droit intervient pour réguler justement ce marché? Est-ce que simplement la main visible chère aux économistes permet de réguler ce marché des semences? Finalement, quand on se pose la question de l'encadrement juridique de l'utilisation de ces graines, il faut se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'une graine, j'y reviens, et donc comment on va pouvoir les utiliser. Une graine, évidemment, c'est la base d'un point de vue technique et d'un point de vue agronomique, c'est la base d'une production agricole, c'est aussi le fruit de la production agricole, mais on va plutôt s'intéresser en droit à son usage et surtout à son obtention. En effet, les semences qui sont utilisées à des fins agricoles, donc les graines qui se retrouvent dans les champs de blé qu'on retrouve partout sur notre territoire, champs de blé ou de maïs, beaucoup de maïs d'ailleurs, finalement viennent de producteurs industriels et qui ont des droits sur ces graines. Qui ont des droits sur ces graines et des droits qui sont garantis par ce qu'on appelle des certificats d'obtention végétale, puisque l'ensemble des graines qui vont être utilisées vont être la plupart du temps issues de ces processus industriels et qui ont été déclarés, puisque les graines qui sont utilisées à des fins agricoles doivent nécessairement être des graines qui sont déclarées, qui apparaissent sur une liste limitative, sur un catalogue de semences que l'on retrouve à l'échelle nationale française et puis également à l'échelle européenne. Donc finalement, lorsque l'on veut faire le commerce de graines, il faut s'identifier auprès des autorités compétentes, autorités nationales et européennes, et puis faire en sorte que les graines en question soient enregistrées pour pouvoir ensuite les vendre. Et ça a été évoqué tout à l'heure, les agriculteurs ensuite achètent ces graines, alors même que on va refaire aussi un saut dans le temps, comme l'a fait Johan tout à l'heure. Je vais remonter moins loin. Mais en tout cas, avant l'industrialisation de l'agriculture, on avait un cycle assez vertueux et assez naturel. On plante des graines dans un champ, on récolte la production agricole et on réserve une partie de cette récolte pour ressemer l'année d'après, pour schématiser. Je parle sous l'œil de l'ingénieur agronome. Et bien, finalement, ce processus vertueux a été complètement bouleversé par un certain nombre d'évolutions, des évolutions de l'agriculture, la mécanisation, l'introduction de la chimie, et puis aussi le fait qu'on a eu un certain nombre de catastrophes agricoles, le phylloxéra par exemple, qui est venu bouleverser les productions agricoles, et on s'est tourné vers d'autres graines qui ne sont pas des graines paysannes, qui ne sont pas des graines des semences de ferme. Et donc, on s'est tourné vers l'agriculture, l'industrie, qui était capable de produire justement des graines qui pouvaient résister à ces éléments nocifs pour les productions. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, à partir des années 60, que l'on a établi à l'échelle mondiale une convention internationale. Donc, ça va concerner de la France au Japon en passant par les États-Unis. Moi aussi, j'ai fait le pont vers le manga. On va pouvoir s'accorder sur une liste des semences que l'on va pouvoir utiliser à des fins agricoles. Et donc, ce sont ces semences qui vont faire l'objet de ce certificat d'obtention végétale qui, c'est un petit peu un tampon administratif pour dire OK, cette semence est approuvée, vous pouvez en faire, vous, industriel, vous pouvez en faire le commerce, vous pouvez la vendre, et donc vous, agriculteur, vous allez pouvoir l'acheter, l'introduire dans vos champs pour en faire des productions agricoles. Parce que pour un certain nombre de raisons, on va contrôler ce qui est introduit dans les milieux naturels, en tout cas dans les milieux agricoles. C'est notamment pour des questions donc sanitaires, en réaction au phénomène que j'évoquais précédemment, mais aussi pour des raisons techniques, pour des raisons de rendement économique donc, mais aussi pour des raisons environnementales. On ne peut pas introduire n'importe quelle semence, n'importe quel produit dans les terres agricoles, puisqu'il y a un risque de porter atteinte finalement au milieu naturel.
Donc, on a ce catalogue de semences dans lesquelles les agriculteurs vont pouvoir puiser. Ces semences qui sont donc listées, ce sont celles qui font l'objet donc de ces COV, de ces certificats d'obtention végétale. Et puis, on va pouvoir enregistrer les semences qui font preuve d'une valeur agronomique, technologique et environnementale satisfaisante. C'est un petit peu le critère, en gros, à partir du moment où une semence va être globalement, va pouvoir permettre des rendements importants et présenter une certaine innocuité pour l'environnement, on va pouvoir l'utiliser et en faire le commerce. Et ce qui est intéressant, et c'est pour faire le lien avec l'appropriation de la nature, en tout cas du matériel agricole, c'est qu'une fois que l'on a enregistré cette semence qui fait l'objet de ce certificat d'obtention végétale, eh bien, cette graine, elle est protégée. Comme par un brevet, c'est le même système. C'est une protection qui est offerte par le droit de la propriété intellectuelle et la personne qui bénéficie de ce certificat d'obtention végétale, donc l'obtenteur de cette semence, celui qui l'a mise au point, eh bien, va pouvoir en faire ce qu'il veut. Donc évidemment, il va la vendre, mais pas n'importe qui, pas n'importe quel prix. D'où le fait que encore, finalement, ce sont bien les producteurs de semences qui maîtrisent essentiellement ce marché. Pour passer à l'autre étape de mon raisonnement, finalement, aujourd'hui, on a un encadrement général qui donne un petit peu la main aux semenciers. Est-ce qu'on a des dérogations, des exceptions à ce système? Alors oui, finalement, l'expérimentation du CEN en Savoie en est un exemple. Il est possible de déroger à l'obligation d'acheter des semences à un semencier. À partir du moment où, dans certaines conditions et en le déclarant, on va réutiliser ses propres semences une fois qu'on les a achetées une fois, on va pouvoir les réutiliser pour la saison agricole suivante. Mais tout ça étant extrêmement contraint par des systèmes de contrôle et de contrôle administratif et d'autorisation, finalement, il est très compliqué de s'extraire de ce marché des semences qui est donc maîtrisé par les semenciers. On en arrive donc aujourd'hui à un certain nombre de questions qui agitent le monde scientifique, mais aussi les juristes qui se posent les questions, notamment les juristes qui s'intéressent à la protection de l'environnement et la préservation des terres agricoles. On se pose la question de savoir finalement, est-ce que c'est une bonne chose que d'utiliser uniquement ces semences qui sont validées par les autorités administratives et qui sont le produit parfois d'expérimentation, en tout cas d'obtention et de processus technologiques, donc un petit peu loin de ce que l'on retrouve dans les milieux naturels. Est-ce que ces mécaniques ne sont pas néfastes pour l'environnement, notamment le taux de capacité pour un sol à se régénérer et à produire de la biodiversité? Est-ce que finalement ces semences-là, notamment les semences qui vont aussi être vendues et qui pourront être mélangées avec un certain nombre de produits qui sont des produits phytopharmaceutiques ou des matières fertilisantes? Donc finalement, on a sur le marché des semences qui sont mises à disposition, entre guillemets, puisqu'on les achète, qui sont mises à disposition, mais dans les conditions bien voulues par les vendeurs de semences. Et est-ce que ces semences-là sont vertueuses pour l'environnement? Pas nécessairement, puisqu'on s'aperçoit de l'appauvrissement de la richesse biologique des sols, notamment des sols agricoles, du fait de l'utilisation de ces semences et surtout des produits qui y sont généralement associés. On est donc dans une impasse, puisqu'on a besoin de semences pour produire. Parce que ça a été dit aussi, la semence, c'est la base de la société, en tout cas, c'est la base de notre système alimentaire. Donc, on a besoin de ces semences. Or, l'obtention de ces semences est maîtrisée par un certain nombre d'industriels. Donc, est-ce qu'on va pouvoir se sortir de cette mécanique un petit peu infernale?
Potentiellement, oui. Parce que on est en train de réfléchir, en tout cas les juristes, mais aussi les philosophes, et puis les agronomes également, s'interrogent sur la possibilité de s'extraire de ce régime d'appropriation des semences, puisque on pourrait très bien, et pour des raisons à la fois environnementales, mais aussi sanitaires et humanitaires, se dire qu'un certain nombre de semences intégrerait finalement le domaine public et serait libre d'utilisation. Aujourd'hui, le système juridique fait que il est compliqué d'envisager cette possibilité. Par contre, en faisant un petit exercice de prospective, on peut se dire qu'on va pouvoir s'extraire aujourd'hui de cette vision qui est propriétariste et fondée sur l'appropriation, à la fois matérielle, mais aussi intellectuelle, en disant que les semences sont l'objet d'un commun, en tout cas sont l'élément d'un commun, sont des biens communs qu'on va pouvoir mettre à disposition d'une communauté ou des communautés mondiales agricoles, notamment celles qui en ont le plus besoin. Donc on va pouvoir envisager, sur le modèle des communs d'Elinor Ostrom, qui était une économiste américaine, de se dire qu'un certain nombre de biens, de première nécessité notamment, finalement seront partagés à l'ensemble des membres d'une communauté pour faire en sorte qu'ils en aient l'usage. C'est effectivement un petit peu théorique à ce stade-là, mais c'est une réflexion qui fait son chemin et qui, tout comme les dessins de Miyazaki, quand on parle de commun, et dans un contexte actuel de bouleversement écologique, c'est aussi une perspective assez intéressante et qui offre des perspectives d'espoir pour l'avenir de système agricole. Merci. Oui, merci pour cette introduction et notion de droit et de semences. Donc, on va passer maintenant à la phase de questions, débat, discussion. Non, c'est au public de jouer, soit en ligne ou soit dans la salle physiquement. Oui, il y a un micro. Moi, j'avais une question. Quand on a préparé cette exposition, on a beaucoup parlé de banque de semences, qui, par le terme, nous rappelle effectivement le caractère économique, et notamment de Vavilov. Et en fait, je ne comprends pas trop en fait, comment ça peut s'harmoniser les deux, dans le sens où tout ce qui est dans ces banques, de fait, on va dire que mon caractère de bibliothécaire dirait que c'est dans le domaine public. 70 ans après la mort de l'auteur. Et du coup, j'aimerais savoir effectivement si par le plus grand des hasards, on se retrouvait à avoir des graines qui sont depuis des décennies dans cette banque-là. Est-ce qu'elles ont un propriétaire ? Est-ce qu'elles sont susceptibles de pouvoir être utilisées pour être vendues ensuite, la production sur un marché ? Enfin, j'arrive pas à faire le lien entre ces systèmes tellement fermés et l'existence de toutes ces semences. En fait, on a toute une série, donc on a les banques de semences, mais aussi on a des expérimentations. On cherche d'un point de vue beaucoup plus local, donc je vais répondre en deux temps à votre question. On a les expérimentations plutôt locales en recherchant à faire revivre et à réutiliser des semences essentiellement locales et anciennes, d'anciennes productions, puisqu'on se rend compte qu'on a un petit peu en bout de course avec l'utilisation du maïs et du blé actuellement, avec les semences actuelles. Et finalement, pourquoi ne pas revenir à des semences anciennes ? Donc on a des expérimentations, mais qui restent des expérimentations et qui restent des dérogations par rapport au système que je l'ai brièvement exposé. Et effectivement, on a des carcans en termes de droit des propriétés intellectuelles qui entourent ces semences-là, qui restent
qui reste sous le sceau finalement de certificats de droit de propriété qu'on pourrait libérer. Et c'est bien l'idée derrière cette idée de commun, c'est justement de pouvoir libérer parce qu'on a de la matière en fait. Et on est face à un carcan juridique. Et on a de la matière, on a des éléments, mais d'un point de vue juridique, on est contraint par justement l'appropriation. Et le système dans lequel on est aujourd'hui, notamment dans nos systèmes juridiques internationaux et occidentaux, évidemment, le système juridique international est empreint de notre système occidental qui est basé sur la propriété et l'appropriation. C'est en cela que c'est relativement complexe de le mettre en œuvre, mais l'idée, c'est justement de faire entrer ces semences dans cette idée de commun. Quand on parle de domaine public, c'était plutôt une image, le domaine public tout à l'heure. On n'est pas du tout dans les mêmes délais, dans les mêmes détails d'un point de vue juridique, mais en tout cas, justement, de complètement éclater d'un point de vue juridique ce carcan et ces règles et ces catégories liées à la propriété afin de donner plutôt l'usage de ces semences en évacuant cette question de propriété. En fait, on est toujours dans une dichotomie entre l'appropriation, la propriété, à qui appartient la semence et qui peut l'utiliser. Et là, c'est pas à qui appartient la semence, c'est à qui appartient le droit d'usage finalement. À partir du moment où on a des certificats d'obtention qui sont comme des brevets, à partir du moment où on a ces brevets, le détenteur de ce brevet-là a tous les droits sur l'usage de ces semences. L'idée, c'est justement d'essayer d'éclater un petit peu tout ça via justement cette idée de commun. Bonjour, je vais peut-être plus faire des commentaires que poser réellement des questions. Pour avoir formé des gens, des étudiants au travail de sélectionneur, j'ai été un peu impliqué à un certain nombre d'aspects. Le COV, effectivement, a un titre de propriété intellectuelle, mais il y a une très grosse différence par rapport au brevet, c'est ce n'est pas... comme dans le cas du brevet où il faut obtenir une licence auprès de l'industriel qui vous la donne ou qui ne vous la donne pas, enfin donnée sous rémunération plus ou moins importante. Dans le cas du COV, tout sélectionneur peut réutiliser la semence, donc il n'y a aucun blocage au niveau de l'innovation puisque tout sélectionneur peut la réutiliser pour créer de nouvelles variétés à partir de cette semence. Donc on est quand même dans un système qui ouvre la voie beaucoup plus librement à son utilisation. Et tous les semenciers récupèrent effectivement les semences de leurs concurrents et les utilisent de cette façon. Ça, c'est quelque chose qui est fait et qui est tout à fait légal. La limitation effectivement du COV, c'est au bout de 25 ans ou 30 ans pour les espèces pérennes, ça tombe dans le domaine public. Il n'y a plus de protection. Et le COV n'est pas lié à la rémunération de l'obtenteur. Il faut qu'il fasse quelque chose, il faut qu'il fasse une autre démarche pour avoir des rémunérations. Donc le COV, c'est un gage de vérification, de contrôle de la variété. Après, il y a les droits de propriété qui sont payants. Pour un travail de sélectionneur, c'est quelque chose qui engage une équipe pour grosso modo une dizaine d'années. C'est donc un investissement très important. Donc il faut bien qu'il y ait un retour quelque part financier pour que cette équipe puisse vivre. Donc la rémunération des semences, oui, c'est un travail. Alors on n'est plus dans la période d'il y a 2 siècles où c'était le paysan qui produisait sa semence. On n'est évidemment pas non plus avec les mêmes productions, les mêmes niveaux de production. On a des besoins beaucoup plus importants en quantité de semences. Notre population a augmenté très fortement depuis cette période-là. Et si on était toujours avec des variétés avec le même niveau de production qu'il y a 2 siècles, la surface de la Terre ne suffirait pas à nous nourrir. Donc il faut qu'on ait quand même des niveaux de production assez importants pour pouvoir libérer des espaces naturels. Et c'est là où il y a une grande difficulté d'avoir un certain niveau d'intensification de la production pour subvenir à nos besoins, tout en préservant des milieux à côté qui soient le moins impactés possible par nos activités
humaines et préserver des milieux naturels. Donc c'est quelque chose, c'est un équilibre qui est compliqué. Et aujourd'hui, avec notre démographie qui est importante, eh bien, on arrive au bout des capacités du système. Donc on a effectivement des problèmes de société à solutionner. Pour revenir sur les banques de graines, ce qu'on appelle les collections de graines de type l'Institut de Vavilov, qui a été développé par Vavilov et qui fait suite à déjà des collections qui ont eu lieu précédemment. Le travail du sélectionneur il repose sur une grande richesse de diversité génétique pour travailler sur une espèce. Il faut des collections très importantes, et c'est ce qu'a perçu Vavilov et qui l'a conduit à développer son institut, à faire des collections à l'époque à travers le monde. Il a fait bien plus de travail que ça. Son œuvre ne se limite pas aux collections, elle porte aussi sur l'identification de centres de domestication, centres d'origine des espèces, donc beaucoup plus d'aspects. Et ces banques de graines, elles sont très importantes et tous les sélectionneurs en utilisent. Les instituts de recherche publics dans le domaine agricole de tous les pays ont aussi des banques de graines. En France, on a ce qu'on appelle les centres de ressources génétiques qui correspondent à ces structures. Alors, juste pour, effectivement, merci pour ces précisions et pour ces éléments de plus au débat. Alors, effectivement, quand j'ai fait le parallèle avec le brevet, c'est évidemment différent. Je cherchais simplement à schématiser, ne sachant pas quels étaient le niveau de spécialité des personnes dans le public. Alors, effectivement, on a ces possibilités d'innovation, mais toujours d'un point de vue juridique, sous le contrôle d'un point de vue juridique, en tout cas, on a toujours ce lien. Et ce lien réglementaire, même si on a effectivement cette possibilité d'innovation et qui est absolument nécessaire. Justement, vous parliez d'un producteur de semences dont j'ai oublié le nom, qui fait de l'innovation à partir des semences qui sont enregistrées. L'idée était de montrer dans mon exposé qu'on a ces catalogues de semences, on a cette possibilité d'innovation technologique, et d'innovation également à destination des instituts comme ceux qu'on peut trouver à Lyon 1, qui font des recherches sur ces questions-là, mais qui ont toutefois des limites. Donc, effectivement, peut-être ai-je un tout petit peu simplifier la présentation des choses, mais toujours est-il que on a ces deux volontés, c'est d'avoir de l'innovation technologique pour permettre l'adaptation des semences et surtout permettre un plus grand rendement, mais on a aussi la volonté d'utiliser l'ensemble des semences qui sont disponibles sans contrainte, justement pour permettre à certaines communautés paysannes de pouvoir produire également. C'est ça, ces deux éléments-là, et c'est dans ce dernier élément-là que c'est intéressant de réfléchir à une sortie de ce système-là, en tout cas d'intégrer ces semences à des communs. Alors moi j'ai la casquette jardinier amateur. À la retraite tout récemment. Et donc, comme chacun sait, il y a des banques d'échange de données, de graines dans les bibliothèques, par exemple. Et puis, j'ai entendu dire aussi qu'il y a sur Internet, on trouve des graines bio et autres qui ont à la limite de l'illégalité, etc. Et puis, je dis n'importe quoi, j'exagère, j'extrapole. Moi, par exemple, je produis je ne sais quelle variété. Je vais produire, c'est hypothétique, hein, je ne sais quelle variété de tomates hyper, j'en sais rien quoi, intéressant. Et puis, je trouve moyen d'en fabriquer, je dis n'importe quoi, 100 grammes et que je vends ça. Et où est-ce qu'est la légalité, l'illégalité dans tout ça? Est-ce que ça va faire un jour ou l'autre, ça va faire comme les médicaments? Est-ce qu'il va y avoir des graines génétiques, des graines génériques?
Je sais pas, plein de questions. Finalement, les graines génériques, on les a déjà. Enfin, c'est le système actuel, enfin, qui a été institué par justement ce système d'enregistrement des semences. C'est ça finalement. On a une graine générique qui est mise sur le marché, à partir desquelles on a des possibilités d'utilisation, voire d'innovation, effectivement. Et on a aussi ce que j'évoquais tout à l'heure, les expérimentations locales, les collections de semences de tomates anciennes, par exemple. Effectivement, les tomates, c'est un un excellent exemple. Peut-être que vous en avez aussi d'autres, mais vous avez ces collections que l'on peut utiliser et qui ne font pas l'objet d'un commerce. Donc, parce que vous trouvez sur Internet, ça fait ça a intégré, dans tous les cas, le circuit juridique que j'ai décrit tout à l'heure, dans tous les cas. Et quand vous disiez à la limite de la légalité, c'est parce que ça ne vient pas d'un semencier. Mais dans tous les cas, vous avez la possibilité d'utiliser ces graines, notamment pour votre usage personnel. C'est là qu'effectivement, on est dans la légalité, à la limite de la légalité. Mais quand on parle de limite de légalité, vous n'allez pas aller en prison pour ça. Ou pas nécessairement. On est sur plutôt de la légalité par rapport à des droits, justement, de l'obtenteur de ces graines-là, si tant est qu'il peut être identifié. C'est plutôt à ce niveau-là que ça se joue. Est-ce que vous avez l'autorisation ou pas d'utiliser et de faire le commerce de ces graines-là? C'est pas tout à fait des graines, on appelle ça les graines de kéfir. Ben, il y en a qui fabriquent des graines de kéfir qui les vendent ou qu'il y en a qui les donnent. Où est-ce que c'est la légalité? Est-ce que le kéfir, c'est quelqu'un qui a breveté le kéfir? Est-ce que quelqu'un peut breveter le kéfir? Question. C'est des bactéries, d'accord, c'est des bactéries et des champignons. C'est une culture. Mais c'est pour dire, c'est quelque chose qui peut être breveté, ce genre de choses. Ce qui est formidable avec le droit et le droit à la propriété intellectuelle, c'est que quasiment tout peut être breveté. En tout cas, à partir du moment où ce qu'on va breveter, c'est on a le brevet et puis on a les certificats d'obtention végétale qui attestent en fait d'une action d'innovation finalement. Le brevet, c'est plutôt ce qu'on va protéger, c'est le mécanisme qui a abouti à votre découverte, entre guillemets. D'accord ? C'est pas la graine en elle-même. C'est le processus d'innovation que vous allez protéger et la graine, c'est le résultat de ce processus-là. Donc effectivement, si on est sur des champignons, on va pas être nécessairement sur des graines. Donc je ne connais pas ce processus-là, enfin, je suis navré. Vous touchez à la limite de mes compétences et de mes connaissances en la matière. Mais si l'on est sur de la production qui peut s'apparenter à de la production agricole et qu'on va introduire des éléments nouveaux sur des terres agricoles ou dans les milieux naturels, là, on peut s'interroger sur l'innocuité de cet élément-là et sur l'autorisation nécessaire ou pas pour introduire ce type d'élément dans le milieu naturel ou dans les sols. Dans ce cas-là, ce sont d'autres mécaniques juridiques, notamment de contrôle et d'autorisation de ce que l'on va introduire dans les sols. Est-ce que ça peut être s'apparenter, par exemple, à des matières fertilisantes? Je ne sais pas exactement à quoi servirait cette production-là, mais tout ce que l'on va introduire dans les sols, agricoles ou naturels, peut faire l'objet d'un contrôle, voire d'une autorisation. Non, c'est pas exactement ce que j'ai dit. J'ai là aussi un petit peu de façon provocatrice. Tout peut être breveté, tout mécanique d'innovation. Alors si on est sur un processus naturel de production qui existe depuis 5000 ans, là ça va être compliqué de le breveter.
Mais Voilà, système de greffe, oui, ça pourrait être effectivement, mais c'est le système de greffe qui serait. il y a une question en ligne d'un auditrice ou auditeur ou visionneur qui pose une question sur les banques de semences et qui demande combien de temps on peut garder une graine, une semence dans une banque de semences, la durée de conservation des graines. Est-ce que quelqu'un peut commenter là-dessus? Ça va tomber sur moi là. Ça dépend de l'espèce, ça dépend des conditions de conservation et ça dépend de la méthode de conservation. Donc, dans toute banque de graines, il faut qu'il y ait un système, donc des moyens qui sont nécessaires pour renouveler le stock. Et ça, encore une fois, c'est fonction de l'espèce, c'est fonction du système de reproduction de l'espèce pour obtenir une conformité avec la conservation de départ et de pouvoir juger à partir de quel délai de temps il faut renouveler le stock. Donc, c'est très variable. Pour vous donner un exemple, on peut prolonger la durée de conservation si on conserve sous vide à un degré d'humidité contrôlé et éventuellement à froid. Ça, c'est quelque chose qui vous permet de prolonger la durée de stockage et de repenser, renouveler le stock. Après, certains systèmes pour lesquels la nature garde le secret, on peut trouver dans des conditions naturelles très particulières, tourbes par exemple ou autres, des graines qui attendent et qui éventuellement peuvent germer. Mais plus le temps passe, plus les conditions de stockage sont variables ou non contrôlées, plus vite les graines en question perdent ce qu'on appelle la capacité germinative. D'ailleurs, sur les sachets de graines que vous achetez, en général, il y a une date de péremption qui est à peu près correcte par rapport à la durée de germination des graines que vous avez achetées. Donc, ne traînez pas trop. Oui, moi j'ai en fait une double question, peut-être plus pour Régis. Est-ce qu'on a une idée de la différence de coût entre ces pratiques de restauration à partir de semences locales et quelque chose qui serait plus classique avec des semences achetées ou récupérées ailleurs? Parce que dans ces opérations-là, évidemment, l'argument écologique, il est évident. L'argument économique, parfois, il amène aussi à faire des compromis. Du coup, est-ce que c'est quelque chose qu'au CEN, vous avez évalué ou qui est connu? Et puis après, j'en aurai une autre. Alors, je vais un peu répondre dans la même lignée que Johan, ça dépend beaucoup. C'est-à-dire que, objectivement, acheter des mélanges dans le commerce, un mélange prairie humide, dans le commerce qui est assez cher, hein, malgré tout, c'est en année 1, c'est plus avantageux économiquement que de mobiliser des techniques avec un hydrocideur qu'il faut amortir, une brosseuse à graines, des personnes qui conduisent le quad. Ça coûte environ moitié moins cher. Par contre, ce qu'on remarque assez vite, c'est que les graines, les semences locales étant bien adaptées, au bout de 3 ans, on a un couvert végétal qui se maintient bien mieux. On n'a pas besoin de réintervenir en sursemis. Donc, plus on laisse passer de temps, plus notre opération est économiquement avantageuse. Donc, sur la restauration, avec des grands programmes subventionnés, j'allais dire, on ne regarde pas à la dépense, évidemment qu'on regarde à la dépense, mais la question économique se pose moins. Quand on intervient sur des mesures compensatoires avec des donneurs d'ordre qui regardent leurs sous, ils commencent de plus en plus à s'intéresser à ces techniques parce que
des semences du commerce qui, avec un été un peu sec, passent pas l'année, et on y revient 2-3 fois, même s'il y a des garanties de reprise derrière, ça commence à coûter assez vite un peu plus cher. Donc on atteint l'équilibre au bout de 3 ans à peu près entre les deux formules, semences commerciales et puis transfert de graines d'un site vers un autre. J'ai une question aussi, j'en profite pour amener sur la table les OGM et sur la modification génétique. Donc, c'est vrai que dans le passé, les OGM ont une mauvaise image et je ne suis pas sûr effectivement personnellement qu'ils ont amené quelque chose de bénéfique par rapport à l'écologie jusqu'à présent. Et maintenant avec les nouvelles générations et ce qu'on appelle l'édition des génomes et le potentiel de la génétique, est-ce que vous pensez que l'outil génétique, est-ce qu'il peut être écologique? Ou c'est, voilà, est-ce que c'est possible que l'outil génétique aide à ces transitions et à cette... voilà. Un peu brutal peut-être, mais est-ce que quelqu'un peut commenter là-dessus? En gros, ma question, est-ce que l'outil génétique peut être utile à l'écologie? Ou c'est une impasse? Je peux peut-être commencer à apporter un début de réponse en disant que on a mis du temps, mais on est à peu près d'accord dans une transversale sociétale que les systèmes humains, les activités humaines font partie de ce que Ostrom a construit comme système de pensée et opérationnel, des systèmes socio-écologiques. Donc on ne peut pas vivre hors sol et hors nature, peut-être pour quelques jours, quelques semaines, mais en tant que société, c'est probablement illusoire et que donc il faut rentrer dans le jeu socio-écologique qui existe depuis la nuit des temps. Dans ce contexte-là, je dirais que toute innovation, qu'il s'agisse d'OGM ou autre chose, à partir du moment où on met ce socle-là, je pense qu'il doit passer un test qui permet de dire si cette innovation-là a des effets sociaux bénéfiques et contribue d'une manière ou d'une autre à la régénération, en tout cas à une stabilité raisonnable des milieux naturels dans lesquels nous vivons. Tant que le projet, le produit en question ne répond pas positivement à ces deux questions simultanément, je pense qu'on va se trouver dans un solutionnisme technologique très discutable. Que, pour revenir sur les OGM plus spécifiquement, que dans certaines situations, dans un aspect de niche, des produits OGM peuvent sauver la mise sociale ou environnementale, c'est envisageable. Mais imaginez que les OGM sont la solution qui permettra de régler la question de la faim, ça je pense que ça fait belle lurette qu'on n'y pense plus. Gaëtan, vous voulez intervenir, peut-être compléter? Juste pour remonter, et moi, je ne pourrais pas répondre à votre question. Est-ce que les OGM sont utiles ou pas pour l'environnement? N'étant pas scientifique, je ne pourrais pas répondre à cette question-là. Par contre, c'est intéressant la réponse que vous avez commencé à faire, c'est-à-dire qu'il va falloir établir des tests et faire passer des tests à toute innovation d'un point de vue à la fois social et environnemental. La question, c'est à la fois d'interpréter de façon peut-être pas unanime, mais en tout cas d'être globalement d'accord à l'échelle de la communauté scientifique sur le résultat de ces tests. Mais n'est-ce pas aussi de pouvoir établir les tests en question? On ne sait pas comment évaluer l'impact des OGM sur l'environnement, d'où le lien que je peux faire ou qu'on fait nous juristes avec le principe de précaution et qui aujourd'hui a conduit en France à limiter drastiquement les OGM. Le principe de précaution, il a sa place et son rôle, mais en même temps, il ne peut pas se substituer éternellement à la question qui est quels sont les critères, quels sont les indicateurs, quelles sont les méthodes sur lesquelles le monde scientifique s'est mis d'accord, et donc arriver à des protocoles qui sont sans doute beaucoup plus cohérents et
est davantage opérationnel que ce qui a fait partie, par exemple, du débat entre les protocoles de Monsanto et les protocoles des chercheurs, comment il s'appelait, notre ami biologiste qui a fait les expériences sur les rats et les semences OGM. C'est Ralini à Caen. Donc, oui, je pense qu'on ne peut pas se cacher longtemps parce que, entre autres, on verra apparaître des tentatives pirates et donc on va voir plus ou moins en même temps des réponses venues de la science et venues des pratiques plus ou moins illégales de ceux qui veulent coûte que coûte bénéficier ou exploiter l'opportunité qu'un nouveau produit peut apporter. On le voit avec des pseudo-médicaments, de pseudo-pilules, de pseudo-Viagra et tout ça sur Internet. C'est exactement le même débat. Mais je pense qu'on va conclure. C'est l'heure de conclure. Mais merci aux intervenants pour votre débat, votre conférence et débat et discussion. Merci à la bibliothèque de Lyon 1. Le festival Science et Manga, c'est encore jusqu'au 23 avril. Donc vous pouvez venir à la bibliothèque et visiter l'exposition.